Ah, voilà. Super. Bon, on va y aller tranquillou. Je vais quand même couper la musique, on est au stade Vélodrome, mais quand même. Bonjour tout le monde, avec quelques minutes de retard, désolé, c'est la joie d'avoir un Mac, visiblement. Donc on va parler aujourd'hui, on va parler opérateur, on va parler Java, on va parler Kubernetes, et on va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Elle va se réveiller, vous inquiétez pas. Allez, passons. Non plus. Ah, fallait que je l'ai deux fois, voilà. Merci à vous d'être là, merci aux orgas d'avoir choisi ce talk. Je suis super content de venir pour la première fois de ma vie au stade Vélodrome. On va faire connaissance un petit peu, parce que si vous êtes là, c'est que vous faites peut-être un peu de cube, mais je voudrais en être sûr. Est-ce que vous utilisez Kubernetes? Ouais, on est d'accord, c'est legacy maintenant Kubernetes. Qui l'utilise en production? Pour de vrai, c'est-à-dire avec des vrais clients, les vrais applis un peu tricky. Ah, il y a toujours du monde, c'est cool. Il y en a un peu moins, mais il y a toujours. Qui a déjà utilisé un opérateur sur Kubernetes? Ouais, ça se trouve, il y en a même qui l'ont déjà utilisé sans le savoir. Qui en a déjà développé un? Merde, donc il y en a deux qui peuvent dire que je vais dire des bêtises, il faut que je fasse attention. Qui est dev ici? Ah, cool. Qui est dev Java? Ah, si. Bon, cool, j'essaie de pas dire de bêtises. Qui est ops? Ouais, et qui est les deux? Ça va niveau journée, vous avez des bonnes journées du coup un petit disclaimer pour faire connaissance, je vais vous donner des explications avec mes termes pour qu'on se comprenne tous. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que je vais employer des termes qui me sont propres à moi. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas un ops, je ne suis pas un expert Kubernetes, je suis un développeur Java qui fait du Kubernetes. Voilà, c'est pour que vous puissiez me situer. Donc qui je suis Stéphane Philippard, je travaille chez OVH Cloud, je suis un DevRel depuis peu. Je suis co-créateur d'un super meet-up TADX qui est en Touraine. N'hésitez pas à envoyer des CFP à venir nous voir, on vous accueillera à bras ouverts. Vous avez presque aussi beau temps ici qu'à Tours, donc n'hésitez pas à venir. Et je suis développeur Java et amateur de Kubernetes, et j'ai plein de handles, vous pouvez aller me voir si vous avez envie. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour se poser une question, c'est quoi les opérateurs? Moi en tout cas, quand on m'a posé cette question-là, je me suis un peu intéressé. Je me suis imaginé ça, un opérateur qui fait plein de trucs, et puis en creusant un petit peu, je me suis imaginé ça, un super truc qui fait plein de trucs pour moi. En fait, on est un peu sur ça, c'est-à-dire que pour moi, un opérateur, c'est éviter de faire des actions à la main. Alors vous allez me dire, c'est un peu le but de développer une application. Quand on développe une application, c'est pour éviter de faire des choses à la main. On a tous fait des bashs pour s'éviter de faire des choses à la main, etc. Les opérateurs, c'est vraiment ça. C'est s'aider à éviter de faire plein de trucs à la main dans Kubernetes. Et moi, il y a un truc que j'aime vraiment pas quand je fais du Kubernetes, c'est le YAML. Et donc du coup, avec les opérateurs, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire de YAML, ça veut juste dire que les gens qui vont bénéficier de notre opérateur, on verra notamment pour installer des applications, vont peut-être faire un peu moins de YAML. Par contre, vous, en tant que développeuse et développeur d'opérateurs, vous allez toujours faire du YAML. Ça, c'est cool. Quelques principes de base pour qu'on se connaisse, avant qu'on, pour que je vous présente un peu les opérateurs avant qu'on fasse les démos. Alors j'ai été feignant, j'ai recopié en fait la doc parce que je trouve qu'elle explique bien ce qu'il faut. Alors en dehors de lire ce qui est marqué, en fait c'est vraiment de se dire un opérateur au sens Kubernetes, l'objectif c'est de faire la même chose que ferait un opérateur humain. Notamment sur tout ce qui est exploitabilité d'une application déployée au sein de Kubernetes. Quand ça tombe, quand il faut la scale up, la scale down, intervenir dessus. Et comme je disais, surtout éviter aussi les tâches répétitive où on va potentiellement avoir des erreurs de manipulation. L'opérateur va être là pour vous éviter ça. C'est basé sur une notion que vous connaissez si vous faites du Kubernetes, qui sont les API Kubernetes. Le gros avantage de Kubernetes avec ces API, c'est qu'on peut les étendre, on peut rajouter du comportement sans devoir faire des modifs dans le cœur de Kubernetes. Je ne suis pas très fort en Go, donc ça serait dommage de devoir faire à chaque fois une PR dans Kubernetes pour rajouter un comportement. Et puis c'est basé sur une notion qui s'appelle les Custom Resource Definition et leurs Custom Resources associées, et je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. C'est là où je prends un premier abus de langage en tant que développeur Java. Une Custom Resource Definition, pour moi c'est un schéma, et donc quand je pense à ça, en fait, c'est une classe qui définit des attributs de ma classe. Là j'ai un exemple, alors on enlève tout le code, enfin tout le YAML en haut qui décrit ce que c'est que ma CRD, et là où il y a la flèche bleue, en fait, je suis en train de dire ma CRD, elle a un attribut qui s'appelle name et qui est de type string. Et du coup, la CR, toujours pareil, analogique le monde Java, c'est l'instanciation de ma classe, c'est un objet. Et là, dans ma CR, vous voyez que, du coup, mon attribut name, il vaut Steph, de manière très originale. Donc voilà, Custom Resource Definition, API, Custom Resource, c'est vraiment les notions de base de vos opérateurs. Une des notions de base, on va voir qu'il y en a d'autres après.
L'autre, c'est la boucle de réconciliation, notamment dans le pattern contrôleur. En fait, ce pattern contrôleur, si vous faites du cube, vous l'utilisez tout le temps. Son objectif, c'est de maintenir l'état d'une ressource, d'une application par exemple, dans lequel vous l'avez décrit dans sa custom ressource. Un exemple, les réplicasets. Vous dites que vous voulez 2 pods, et bien Kubernetes, il va s'entêter à avoir 2 pods. Si vous avez un des pods qui tombe, il va essayer de le relancer, etc., etc., etc. Et bien en fait, ça, c'est le pattern contrôleur. Et dans un opérateur, vous avez ce pattern contrôleur à respecter et à développer. Du coup, si je résume, un opérateur, c'est tout ça. C'est l'API, ma custom resource définition, et du coup après, ses custom ressources associées, et un contrôleur. En règle générale, un opérateur ne gère qu'une et une seule application. Ce n'est pas une contrainte technique, c'est plutôt une bonne pratique. Vous le comprenez, c'est que si je dois commencer à gérer une base de données et puis un serveur Nginx par exemple, c'est un peu compliqué, on va avoir beaucoup de code, donc autant faire 2 opérateurs. Et comme je l'ai dit, comme on a le pattern contrôleur, en fait son job c'est de dire tu m'as demandé de faire ça et durant toute ma vie je vais m'assurer pour le faire et maintenir cet état. On va le voir, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt faire la partie verte, qui est la partie des opérateurs la plus simple, c'est-à-dire installer, mettre à jour ou désinstaller une application. Le bleu, c'est quand on commence à aller sur des topologies d'opérateurs qui sont beaucoup plus poussées. Donc on va pouvoir, par exemple, faire des sauvegardes ou des restaurations, c'est que ça peut être un peu problématique, rajouter de l'observabilité, et donc du coup, en ricochet, ajouter des actions sur, par exemple, la scalabilité. Et puis à la fin, on peut même avoir des opérateurs qui en fait s'auto-adaptent pour mettre à jour leur configuration de base, pour dire la prochaine fois qu'on va redémarrer une application, ça sert à rien que par exemple je lui mette que 256 MB de RAM, parce qu'en fait à la fin elle en consomme 512. Donc autant que dès le début je lui mette 512. Une dernière chose sur la partie présentation globale des opérateurs. En fait un opérateur ce n'est qu'un pod qui exécute une application. Ça peut paraître évident, notamment avec le sujet de la conférence qui est de développer en Java, mais pour moi c'était forcément du Go à l'origine. Et donc du coup en fait on peut développer avec n'importe quoi, n'importe quel type de techno, si tant est que vous êtes capable d'interagir avec Kubernetes. Et donc pour ça vous utilisez les API ou vous avez parfois des clients. Moi aujourd'hui je vais utiliser un framework, et comme toujours les frameworks sont là pour nous faciliter la vie. Faciliter la vie de développement et de packaging. Déjà, moi, je trouve ça plus simple de prendre en main un framework que le comportement interne de Kubernetes. Peut-être que certains d'entre vous préfèrent aller dans le cœur de Kube. Moi, je préfère prendre les frameworks. Ça permet de se concentrer sur ce que j'appelle le code métier. Alors, bien sûr, là, on est sur des applications techniques. Donc, le code métier, ça va être de, par exemple, déployer mon serveur Nginx. Mais ça reste du code métier. C'est-à-dire que tout ce qui est... Tout ce qui est boucle de réconciliation et tout ça, c'est pas vous qui allez le gérer. C'est le framework qui le gère pour vous. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Le plus connu, que vous avez peut-être croisé si vous êtes intéressé de près ou de loin un jour à savoir ce que c'est qu'un opérateur, c'est l'opérateur SDK, qui permet d'écrire un opérateur avec 3 technos, Helm, Ansible et Go. Alors Helm, il permet de faire que vous savez, les topologies vertes que je vous ai montrées tout à l'heure, donc vraiment les opérateurs de base. Faut pas non plus trop en demander. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est cool, mais moi je suis développeur Java. Donc j'ai commencé à chercher ce qu'il existait, puisque j'avais compris qu'il fallait pas forcément faire du Go pour faire un opérateur. Et je suis naturellement tombé sur le Java opérateur SDK. Donc c'est un SDK qui existe depuis 2 ans et demi maintenant à peu près, et qui peut faire plein de choses. Alors déjà c'est basé sur Fabric 8. Je ne sais pas si vous connaissez Fabric 8, mais si vous ne connaissez pas, que vous faites du Java qui veut interagir avec Kubernetes, jetez-vous dessus. C'est peut-être le meilleur framework qui existe pour manipuler des ressources Kubernetes. On le verra dans la démo, c'est une abstraction qui est quand même assez magique. Ça permet de créer aussi des squelettes, de scaffolder des projets très facilement. Alors que en mode Quarkus. On verra, je parlerai 10 secondes de Quarkus parce que sinon on n'aurait pas assez des 40 minutes. Mais voilà, il n'y a que ce mode-là qui est respecté. Ça facilite bien sûr tout ce qui est génération de CRD, on le verra, du contrôleur, avec toujours pareil. Maintenant on est en Java, donc on fait des annotations magiques et puis le code il marche tout seul. Mais en tout cas ça permet ça. Ça nous gère la boucle de réconciliation bien sûr. On peut l'exécuter en local. Donc ça, c'est super intéressant, notamment si je prends l'exemple de Helm, parce qu'en fait, en Go, on peut faire la même chose, mais en Helm, on ne peut pas tester en local. Avec un framework, vous allez exécuter votre opérateur sur votre laptop, et alors bien sûr, il faut un Kubernetes quand même, parce que vous allez aller créer une CR, une CRD, etc. Mais en tout cas, votre code de l'opérateur, vous n'avez pas à le packager. Ça veut dire que vous avez accès au debugger, et que c'est quand même vachement plus cool pour développer que de devoir à chaque fois déployer, construire l'image, le balancer dans un pod, et tester.
Ils fournissent deux intégrations en native. Alors il y a la version cœur et la version Spring Boot et Quarkus. Et on peut packager de manière très simple. En fait, on va le voir pour packager l'image qui, par contre, elle sera à destination de Kubernetes pour plus tard. Il y a plein de helpers. Un petit zoom sur comment ça fonctionne. On a tout en haut le cœur du SDK. Après, on a les deux implémentations pour Quarkus, donc c'est une extension, et pour Spring Boot Initializer. Le truc en rouge en bas, en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'opérateur SDK qui était le plus connu. Lui, il est écrit en Go, et en fait, il a un mécanisme de plugin qui permet à n'importe quel type de SDK dans un autre langage d'être intégré dedans pour bootstrapper les projets. En fait, c'est une sorte de CLI qui unifie toutes les bootstraps de projets dans tous les langages. On le verra tout à l'heure, ce sera plus simple avec la démo. Quarkus, je fais 10 secondes parce qu'en fait j'ai dû l'enlever de la presse parce que sinon je faisais 58 minutes et ça tenait pas en 40 du coup. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le mantra de Quarkus c'est supersonic, subatomic, Java. En gros, c'est un framework bodybuildé pour faire du cloud native, des microservices, et si on le couple avec GraalVM, ça nous fait des démarrages en quelques millisecondes sur nos instances préférées pour que ça ne coûte pas trop cher. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est juste, ça déchire. Les démos. Avant d'y aller, du coup, je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un Hello World. C'est la base, mais ça va nous permettre de prendre en main, en fait, le framework. On va créer notre projet, on va créer tous nos éléments de base, CRD, etc., l'API. On va exécuter en mode local. Comme ça, vous verrez et vous imaginerez, si vous voulez débugger, comment ça fonctionne. Et puis, on va utiliser le mode développeur de Quarkus. En deux mots, le mode développeur de Quarkus, c'est le Java Hotspot d'il y a 20 ans, mais qui marche. Donc du coup, c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin de redémarrer à chaque fois la JVM. En fait, ça prend un show. On verra qu'il y a un cas où ça ne marche pas. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Après, on va, si j'ai le temps, parce que du coup, je démarre un peu en retard, on va essayer de faire un cas un peu plus concret. On va toujours créer le projet. On va définir un peu tout ce qui est CR. La petite différence, c'est qu'on va jouer avec le status de la CR. Vous savez, dans le CR, on a les attributs que je vous ai expliqués, le name. Et on peut avoir une section status où on va stocker des informations qui peuvent, moi, m'être utiles pour savoir dans quel état j'étais avant ou dans quel état je devrais être si jamais je dois faire des tests de réconciliation. On le verra rapidou. On va créer un service Quarkus pour se connecter à l'extérieur, je vais vous en parler après. On va utiliser de l'événementiel externe en mode toad pooling. On va packager et déployer dans Kubernetes. Et on verra qu'il y a une petite astuce sur la gestion de la sécurité, parce que si on fait du cube et qu'on n'est pas embêté par les airbags, c'est qu'on ne fait pas vraiment du cube. Un gros schéma, pour résumer ce que je viens de dire, parce qu'avant j'étais archi, donc c'est surtout des schémas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mon opérateur qui est tout en vert, qui est au milieu. J'ai l'opérateur qui va se connecter à un repository GitHub, et dès qu'on a une release qui est faite, il va aller chercher l'image dans la registry GitHub et demander à la déployer. Et en fait, les informations de savoir quel repository et quelle organisation scruter, ça sera stocké dans ma CR. Donc ça vous permettra de voir en fait comment un opérateur, parce que je ne l'ai pas indiqué, mais ça peut interagir bien sûr avec l'extérieur ou avec l'intérieur de Kubernetes. C'est ça qui est un peu magique. Un gros warning, dans ce que je vous ai montré, je vais faire du pool. Ne le faites pas en production, c'est pas bien le pool. Pourquoi je fais du pool? Parce que tout simplement, la gestion d'exposer un webhook à mon GitHub, c'est ce que moi je voulais faire à l'origine, et pour l'instant pas packagé dans le SDK. Ce qui n'est pas très grave, j'aurais pu le faire à la main, mais ça faisait une démo beaucoup trop longue. Donc du coup, voilà, là, je vais pooler toutes les 30 secondes mon repository. En plus, là, je suis en version gratuite avec mes API GitHub. Donc en fait, au bout de 3600 requêtes, je suis mort. Donc vous imaginez que ce n'est pas à faire. Passons à la démo, du coup. Alors, comme je n'ai pas eu le temps, parce qu'on n'avait pas l'écran, je vais vous demander un coup de main, notamment au fond. Est-ce que je dois grossir? Je parle de l'écran, moi c'est déjà fait. Mais au fond c'est bon, c'est lisible. Vous voulez que je grossisse un petit poil? Encore? C'est bon? C'est bon? Ok, super. Alors, dans la démo, je ne vais pas faire du live coding. Déjà parce que j'ai des gros doigts, 10, et puis parce que je trouve pas ça super intéressant. Je vais faire du git coding. Donc en fait, j'ai une branche par étape de ma démo. L'avantage, c'est que ce repo, vous pouvez y accéder après, il est public, et du coup, vous pourrez rejouer étape par étape tranquillement si j'ai été un peu trop rapide sur certaines étapes. Alors les premières étapes, c'est d'initialiser le projet. Je vous l'ai dit, pour ça, on va passer par une CLI. Alors du coup, je l'ai déjà fait, et je vais quand même vous expliquer. La CLI, elle est là. Donc l'opérateur SDK, c'est la CLI donc, du SDK qui est écrit en Go, vous savez, qui fait du Go, Ansible et Helm, qui permet de rajouter des plugins.
Du coup, je lui dis je veux initialiser un projet. En plugin, je lui dis je veux initialiser un projet de type Quarkus. Il est sympa. Derrière, je mets mon domaine qui va être mon domaine pour Kubernetes et qui vont être mes packages Java. Et je lui donne un petit nom. Derrière, qu'est-ce qu'il me fait? Il me crée une arborescence assez simple. Bon, le project, ça n'a pas d'intérêt. Le makefile, alors moi ce qui était rigolo, c'est qu'il y a 20 ans, on faisait plein de makefiles. J'étais content, j'en faisais plus. Et maintenant, il y a des makefiles partout, même en Java. Le makefile ici, il nous est pas utile. Ce qu'il faut voir, c'est que simplement pour packager les commandes. Moi, je préfère lancer les commandes Maven, en fait, parce que je suis un développeur Java. Mais en fait, il ne fait que, vous voyez, lancer des commandes Maven ou lancer des commandes kubectl. Donc, je préfère le faire à la main. Je vais essayer de caler un tout petit peu le micro. Voilà. On a aussi, pour l'instant, un application properties. Donc ça, c'est propre à Quarkus. Pour l'instant, on n'a rien de bien méchant. On voit ici qu'il peut me construire une image. Ça, je vais le désactiver assez vite parce que j'en ai pas besoin. Et lui donner son nom. Ça, c'est déprécié. Il le crée toujours, mais c'est déprécié, c'est plus utilisé. Et puis, on a le POM XML avec toutes les dépendances qui vont bien. Et notamment celles dont j'ai besoin, qui vont être tout ce qui est dépendance de mon extension Quarkus. Et c'est à peu près tout. Là, à ce niveau-là, normalement, c'est assez gros, mais le terminal, je crois que par contre, dans VS Code, ouais, c'est bien. Comme ça, je ne mets pas mes lunettes, on a l'impression que je ne suis pas vieux. Donc ça compile. Je peux lancer le mode Quarkus Dev dont je vous ai parlé. Donc on va le laisser un petit peu s'exécuter. Voilà. Donc là, il se lance. Bon, au final, je fais rien, ce qui est normal puisque j'ai rien à faire. Mais j'ai mon projet qui est créé, qui a l'air de se lancer, et je vais pouvoir avancer. Alors là où il va encore m'aider, le SDK, c'est pour créer ma CRD ou mon API. Donc pour ça, c'est pareil. J'utilise encore la CLI. Alors vous voyez que Quarkus, il commence à faire des choses, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il recharge un peu tout son class loader. Là encore, j'utilise la CLI. Sauf que je lui dis, je veux créer une API, je lui mets sa version, et je veux qu'elle s'appelle Release Detector. Okay. Derrière, ce qu'il m'a fait, il était très gentil, il m'a créé 4 classes. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Il m'a créé ici ma CRD. Alors ma CRD, au final, c'est quoi? C'est une classe qui est en custom resource, qui prend 2 POJO, alors on verra, on ira les voir tout à l'heure, mais en gros mon spec et mon status, avec 2 petites magic annotations qui sont ma version que j'ai positionnée et mon groupe, et c'est tout. Je vous montre le spec qui pour l'instant est vide, mon status qui pour l'instant est vide. Et ça déjà, moi ce que j'aime beaucoup en tant que développeur Java et pas expert Kubernetes, c'est que si je vais voir dans mon target, dans mon répertoire Kubernetes, il m'a créé le fichier descriptif de ma custom resource définition. C'est-à-dire tous les trucs qu'il faut mettre dans le bon sens avec les bonnes tabulations et tout ça. Et puis ici, j'ai mon spec de type object, normal, j'ai rien mis, et mon status de type object. Et l'autre truc où il est très sympa quand on est en mode dev, oula, on grossit un petit peu, on regrossit un petit peu. Hop. Je ne sais pas si vous connaissez K9S. Je fais une petite dédicace à Philippe Charrière qui m'a montré ça. Moi, je suis tombé assez fan. C'est un petit outil en mode texte, ligne de commande, qui permet d'aller scruter son cluster sans balancer plein de kubectl. Donc, typiquement, je vais lui dire, donne-moi tes CRD. Et si je vais voir ici, si je descends un petit peu, normalement, voilà, ici, vous voyez que j'ai le YAML. Et en fait, le framework se charge pour moi d'aller appliquer ma CRD dès qu'elle change. Donc en fait, là déjà, moi ce que j'aime bien en tant que développeur Java, c'est que 1, j'ai pas fait de YAML pour créer ma CRD, et 2, j'ai pas fait de kubectl pour l'appliquer sur mon cluster. En mode développement, toujours pareil. Donc ça déjà, j'aime bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va coder un Hello World. Donc, vous voyez, Quarkus, il fait son petit truc. Hop. Ah, je vous ai pas montré. Il a créé aussi un squelette d'opérateur, mais du coup de reconciler, mais je vais vous le montrer après. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le spec, j'ai rajouté un champ name avec son getter setter. Vous voyez, on n'est que sur du POJO. Là encore, derrière, lui, il m'a, vous vous doutez, automatiquement mis à jour mon YAML. Dans mon champ spec de ma CRD, j'ai un champ name de type string. De nouveau, vous vous doutez peut-être aussi que ici,
si je retourne voir sur mon cluster cube, je devrais avoir, si tout va bien, un champ name de type string. Encore une fois, ça m'évite de faire 50 trucs en même temps. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand on fait un opérateur SDK create API, il nous crée aussi le contrôleur, qu'ils appellent le reconciler. Vous savez, dans mon pattern contrôleur. Alors ce contrôleur, quand il nous le crée, c'est assez pareil, il nous fait pas mal de choses. Donc il implémente reconciler. Dedans, on lui donne la partie, notre CRD. Le cleaner, je vais vous l'expliquer après, c'est notre interface. Il nous injecte pour nous le fameux client Fabric8 qui fait de la magie. Et il crée à l'origine que la méthode reconcile, vide. Là, j'ai une méthode cleanup parce que en plus, moi, j'ai fait implémenter cleaner qui me permet de faire une action quand ma custom resource est supprimée. Du coup, je me retrouve avec deux petites méthodes. Et ben, en fait, ce qui est simple, alors le release detector, c'est la custom resource créée. Ce qui va se passer, c'est que le reconcile va être appelé à chaque fois que je vais créer une custom resource ou que je vais la modifier. Et le cleanup, à chaque fois que je vais la supprimer. Il va juste faire ça. Et là, moi, je fais un log derrière pour voir qu'on passe dans la méthode. Du coup, pour tester, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de créer une CR. Vous vous souvenez, j'ai créé ma CRD qui s'appelle Release Detector. Donc du coup, maintenant, je peux créer ma CR. Je lui donne un petit nom et je vais lui dire... Je vais tenter de changer un truc quand je vous dis que j'avais des gros doigts. Hop. Et du coup, je vais pouvoir appliquer cette CR, donc la créer sur mon cluster cube et voir un peu comment ça se passe. Alors, comme j'ai pas envie de me tromper dans les commandes, j'ai ma petite anti-sèche. Tac. Voilà. On va commencer par se créer un namespace de test. kubectl, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément manipulé, c'est la ligne de commande Kubernetes qui permet d'interagir avec mon cluster Kubernetes, qui justement va interagir avec les API. Mais plutôt que s'embêter avec plein de paramètres qui sont un peu bizarres, c'est une ligne de commande et puis après c'est plutôt on décrit ce qu'on veut faire. Donc là je fais kubectl, je veux créer un namespace qui s'appelle test hello world operator. Donc là je l'ai créé et donc maintenant que je l'ai créé, je vais pouvoir donc créer la custom resource. On va remonter ça pour que vous puissiez voir la sortie. Et normalement, si mes doigts m'ont laissé tranquille, voilà. Donc là, on voit bien Hello World from DevOps IDE. Donc moi, ce que j'aime bien toujours, c'est que encore une fois, j'ai quand même fait que du code Java. J'ai fait que ma logique métier à moi. Je suis sur mon ordi à moi. Alors bien sûr, je suis connecté à un Kubernetes, mais j'exécute du code local. Et au final, j'ai pas eu besoin vraiment de rentrer dans la mécanique interne des opérateurs. Je vais nettoyer, enlever ma CR. Donc toujours pareil avec kubectl. Là, je fais un delete cette fois. Et le delete, il va me permettre, si tout va bien toujours, de voir le message goodbye. Donc là encore, il est passé par tous les endroits que je lui ai demandé. Alors, on va enlever ça. Donc là, ce qu'on a fait, on a vraiment pris l'opérateur dans sa première définition avec le framework. OK, c'est un Hello World, mais là, vous avez toute la chaîne logique de comment on crée un opérateur en Java avec ce SDK. Donc, il me reste 12 minutes. Il va falloir faire de la magie, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire maintenant. Donc, on passe au use case dont je vous ai montré, dont je vous ai expliqué. Et là, le magic hot redeployment de Quarkus ne fonctionne pas. Mais j'ai une excuse. C'est que tout simplement, je viens de modifier mon POM XML. Et là, aussi magique que puisse être Quarkus, il ne peut pas rajouter des jars à la volée dans le class loader. Donc du coup, c'est pour ça que là, ça ne marche pas. Et les dépendances que j'ai rajoutées, c'est des petites dépendances qui sont... Voilà. Hop là, qui sont juste ici, qui vont me permettre en fait de faire un call à une API externe. Donc justement, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai modifié bien sûr mon spec et mon status. Maintenant dans mon spec, je veux le nom de mon orga GitHub et je veux mon repository. Dans mon status, je veux stocker la dernière version d'application que j'ai déployée. Ça c'est pour plus tard, c'est pour éviter de redéployer à chaque fois l'application alors qu'elle y est déjà.
Alors, au passage, ma CRD n'a pas changé, hein, puisque de toute façon, c'était une classe vide. Mon opérateur, alors, il a un peu changé, mais au final, la logique reste la même. La seule différence, c'est que j'ai rajouté une gestion événementielle. Je ne vais pas vous expliquer ligne par ligne. Ce qu'il faut juste voir, c'est que là, en fait, comme je vous ai dit, hein, le pooling, c'est le mal. Mais du coup, moi, j'ai fait du pooling. Et en fait, en déclarant cet événement de type pooling, dès que le contrôleur va être lancé par Kubernetes, il va lancer mon pooler toutes les 30 secondes, c'est ce que j'ai en bas, et toutes les 30 secondes, il va dire est-ce que j'ai un truc à faire. Et pour ça, il va se baser sur le fait que la custom resource existe ou pas. Si j'ai pas de custom resource, il va rien faire, parce que j'aurais pas renseigné d'orga, j'aurais pas renseigné de repo. Si j'ai une custom resource qui existe, il va prendre l'orga, il va prendre le repo, et il va dire donne-moi quelle est la dernière version. Et ça, il va le stocker après. Du coup, mon opérateur, pour l'instant, il ne fait pas beaucoup de choses. Il récupère ces informations de la custom resource et je mets à jour la partie status si jamais j'ai récupéré quelque chose de la custom resource. Hop. Du coup, on va relancer quand même Quarkus. Normalement, il se lance plutôt vite. On va le laisser faire. Voilà. Donc là, vous voyez que il me dit que j'ai pas de ressources, j'ai rien à faire. Du coup, hop là. Et je l'ai fermé. Je reprends le readme. Je vais reprendre mes anti-sèches. Tac, tac, tac. Hop. Tout ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. On va surcréer un namespace de test. Voilà. Je vous montre du coup la custom resource qui va me permettre de tester donc ce que je vous disais. Maintenant, je lui donne une orga. Dans mon cas, c'est mon compte GitHub à moi. Et puis derrière, un projet Quarkus que j'ai créé. Hop, on va l'appliquer pour la créer. Et on va voir un peu ce qui se passe. Donc j'applique ma custom resource. Donc là, je vais avoir un peu de temps parce que du coup, il faut qu'il l'applique. Il faut que je tombe plus ou moins dans les 30 secondes. Donc en fait, voilà, ça dure au plus 30 secondes. Et normalement, quand tout va bien se passer, il devrait m'afficher la dernière version de la release qui est sur GitHub. Hop, je remonte un peu. On attend quelques secondes. C'est pas comme si j'étais en retard. Normalement, je fais des claquettes quand c'est... Voilà. Donc là, il récupère ses ressources et il me dit, ma dernière ressource, GitHub, c'est la 1.0.4. Et alors, je ne vous l'ai pas montré au début. Hop. Mais c'est un peu petit, je vais grossir ici. Vous voyez, c'est ce repo-là que je scrute et on voit bien que ma dernière release, c'est bien une 1.0.4. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, il fait juste ça. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de cramer tout de suite mon quota de requêtes. Donc, je vais supprimer tout de suite ma custom resource, ce qui fait qu'il va arrêter de scruter. On va rajouter un comportement qui est maintenant de dire, OK, tu récupères la version taguée release, maintenant déploie-moi une application. Alors là encore, on va utiliser un peu la simplicité et de l'opérateur et de Fabric 8. Donc, ma partie événementielle ne change pas. Ça, il n'y a pas de souci, ça reste là. Ce qui va changer, c'est qu'est-ce qui va se passer quand vous allez appeler votre opérateur. C'est-à-dire vous allez vouloir déployer une application. Le déploiement de l'application, en fait, elle se fait sur ces deux lignes-là. Là encore, c'est la simplicité avec Fabric 8. En fait, avec Fabric 8, je peux déclarer des objets, un type deployment, qui va être en fait l'équivalent de votre YAML deployment. Et je lui dis, je vais le créer. Alors, moi, je choisis de le créer avec un builder, donc notation pointée classique. Donc vous voyez, on retrouve tous les attributs d'un deployment, metadata, label, les specs, et puis à un moment donné, ici, vous vous retrouvez avec la partie container, l'image à déployer. Du coup, il me crée un objet deployment, et après cet objet deployment, je le passe à un objet du framework SDK, du Java Operator SDK. Je lui dis, tu me crées ou tu me le remplaces, ce qui est cool d'ailleurs, parce que ça m'évite en Go, il faut que je fasse attention s'il existe ou pas. Là, en Java, je lui passe le truc et c'est lui qui gère. Et il me crée un deployment. Et je fais exactement la même chose avec un service. Et donc là encore, moi en Java, j'ai écrit que du Java. Donc j'ai mon deployment, j'ai mon service qui est ici, et en fait, ça gère la crise pour moi. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Du coup,
on va refaire la même petite démo que tout à l'heure. Hop, on va créer la ressource. On va le laisser tranquillement faire ce qu'il a à faire. Et puis, on va aller voir ici. On va attendre qu'il fasse son boulot. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, dans les logs, il va écrire le deployment qu'il vient de créer et le service qu'il a créé. Et comme je lui dis de les appliquer, il va les appliquer sur mon cluster Kubernetes. C'est toujours pareil, il faut tomber au bon moment. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a mis tous les logs. Là, il est en train de me créer mon container. Du coup, je laisse se créer tranquillement. Si je vais voir mon service, il est en train de faire aussi le boulot. Donc ça, c'est cool. Pardon, mon pod. Et si je fais un petit curl quand même de l'application que je viens de déployer, il me dit c'est bon, je suis là, je suis en vie. Donc là encore, je n'ai pas fait du pur cube, j'ai juste fait du Java et j'ai créé mon opérateur qui gère tout ça. Comme le temps risque d'être un peu juste, je vais vous montrer la partie packaging. Je vais juste vous mettre un gros warning parce que du coup, je vais aller directement à la dernière version de la partie packaging. Là, comme beaucoup quand on fait du dev, moi je suis admin cluster de mon cluster. Je fais qu'en fait, je suis tranquille, il fait plein de trucs. Une des étapes de la démo, c'était normalement de vous montrer que quand je vais le packager en image et que je vais le déployer en image, à un moment donné, quand il va vouloir créer l'application, j'ai pas le droit de le faire. Parce qu'en fait, le Java Operator SDK, quand il va vous aider à packager, il va vous créer des services accounts avec des sécurités propres à votre opérateur. Heureusement, vous n'êtes pas cluster-wide quand vous créez un opérateur avec ce SDK. Et donc, du coup, il faut que vous rajoutiez de la sécurité propre à votre opérateur pour l'autoriser à faire ce que vous avez envie qu'il soit autorisé à faire. Donc pour ça, c'est plutôt sympa. Je vais aller directement du coup sur la main. Et je vais vous montrer. En fait, il vous permet... Voilà. Dans le SRC, si vous avez un répertoire Kubernetes avec un fichier kubernetes.yml, si vous mettez YAML, cela ne fonctionnera pas. Je l'ai testé pour vous. Alors là, moi, j'ai été large. Hein. J'ai dit, en gros, tu as le droit de faire n'importe quoi sur n'importe qui. De toute façon, t'inquiète pas. Mais là, on pourrait vraiment faire la sécurité que l'on veut. Si je fais un event clean package, il va me créer l'image. Je ne le fais pas sur ma machine, notamment parce que je n'ai pas le droit d'utiliser Docker sur cette machine-là. Ça, c'est un autre débat. Et du coup, après, là, ce qui est super sympa, c'est que je vais vous montrer que, hop, je vais sur la fin. Je vais créer le petit tic-tic-tic. Il me faudrait juste que je récupère. Voilà. Pardon, avec les lumières, c'est un peu chaud. Tac. Ouais, c'est au-dessus. Voilà, c'est là. C'est un problème quand on saute des étapes. Voilà, donc c'est ça qui le namespace où je vais déclarer mon opérateur. Donc là, c'est le namespace qui va contenir l'opérateur, hein, pas l'application. Et là où c'est sympa pour toujours pareil, c'est que le framework, quand j'ai buildé mon image, en fait, dans le target, toujours dans le répertoire Kubernetes, j'ai un kubernetes.yaml. Donc là, j'aurais pas assez de toute la fenêtre. Et là, il m'a mis tout ce qui est nécessaire à mon opérateur pour fonctionner dans Kubernetes. Donc j'ai mes services accounts, j'ai mes airbags, j'ai à la fin, à un moment donné, voilà le deployment de l'opérateur cette fois. Et au final, j'ai juste à faire, à appliquer ce Kubernetes. Hop, je fais ça, ça. Là, il va me créer tout ce que je veux. Sauf que là, j'ai une erreur. Ah oui, parce que je ne l'ai pas buildé, pardon. Parce que justement, il faut que je fasse comme si je voulais le packager pour qu'il me crée le bon kubernetes.yaml. On va le recréer juste après. Voilà. Là, je le réapplique. Voilà, donc là, tout va bien. Si je vais voir toujours sur mon cluster, je vais voir sur le namespace, cette fois, de l'opérateur. Il est en train de démarrer.
On va laisser faire, et là, voilà, il est démarré. Et vous reconnaissez les logs de mon opérateur. Donc là, pour le coup, j'ai plus rien qui tombe sur ma machine. De nouveau, si je recrée un YAML, il va me redéployer, etc., etc. Je vous le refais pas pour gagner du temps. Mais là, du coup, j'ai tout fait. Et encore une fois, j'ai pas fait de YAML, moi. J'ai juste fait du Java et du Maven. Pour finir, je vais repartir 2 minutes sur les slides pour se faire un petit résumé de ce qu'on s'est vu ensemble. Donc ne faites pas de poule. J'espère que vous avez compris. Moi, j'étais comme ça après. J'ai dit, waouh, je sais faire des opérateurs, c'est cool. Si on retient ce qu'on a vu là, c'est un projet qui est jeune. On va pas se mentir. En 2 ans et demi, on a une V4. C'est une vraie V4. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu plein de versions entre-temps. Il y a parfois, ils sont en train de le corriger, mais parfois j'ai eu des très très longs moments de synchro entre la partie cœur et l'extension Quarkus. C'est que c'est un peu rageant de bootstrapper un projet Quarkus et de devoir changer tout à la main les dépendances parce qu'on n'a pas de synchro. Sachez-le, mais c'est en train de vraiment de... Maintenant, ils ont vraiment des versions mineures de différence. On peut quasiment tout faire. Alors, je n'ai pas fait 50 opérateurs, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Moi, ce que j'aime, c'est le mode local, parce qu'on peut débugger. Et ça, je trouve qu'en termes de rapidité de développement, ça a un vrai plus. Vous avez vu que tout ce qui est génération, vous n'avez pas à mettre les mains dedans. C'est peut-être trop orienté Quarkus. Moi, j'aime bien, mais du coup, voilà, il faut aimer faire du Quarkus. Et puis, c'est du Java. Et accessoirement, si vous êtes un peu intéressé aux 12 Factor Apps, souvent, là-dedans, on nous dit ça serait bien d'utiliser le même langage pour faire l'appli et pour la manager et pour la déployer. Voilà, typiquement, vous pouvez vous amuser à faire ça. La suite, alors, ils ont rajouté récemment la partie opérateur Lifecycle Manager. C'est en gros un Docker Hub pour les opérateurs. Donc, c'est que du packaging, donc, mais c'est sympa. Un event source beaucoup plus simple, je vous l'ai dit. Pour l'instant, c'est pas super clair, notamment pour les événements entrants externes et puis des correctifs qui arrivent. Dans la vraie vie, il y a quand même quelques opérateurs qui sont déjà en prod. Un des plus connus, c'est le Keycloak. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais ce projet-là est fortement poussé par Red Hat. Ce n'est pas un projet Red Hat, hein, c'est un projet communautaire. Mais il y a beaucoup de gens de chez Red Hat qui participent. Ça marche en prod. À vous de voir si vous voulez l'utiliser vraiment en prod. Je pense que ça vaut le coup. Peut-être pas sur des trucs hyper tricky, mais en tout cas, si vous faites du Java et que vous vouliez quelque chose qui vous simplifie le déploiement de vos applications dans Kubernetes, c'est vraiment un plus. 2 mots sur ma société. Je suis chez OVH Cloud. On a des super trucs pour tester, notamment sur la partie public cloud. On a du Kube Manager. N'hésitez pas à aller pour tester. On fait aussi plein d'autres choses super cool. On fait du bar metal, du web, de la base de données, de l'IA. Venez me voir, venez sur notre site, il y a plein de choses qui sont super sympas. Merci à vous. Si vous devez retenir une chose, c'est le code voucher qui est en bas. C'est un voucher de 150 € pour toute création de compte sur OVH où vous pouvez tester tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Testez-le, trouvez des problèmes, faites des PR, faites des issues. Venez me voir, pinguez-moi en me disant « Ah, tu aurais pu faire ça ». Mon fameux événement externe que je vais recevoir, si vous avez envie de vous amuser à le développer et à me proposer une PR, faites-le. Si vous pouvez me donner du feedback sur la presse d'aujourd'hui, je vais tenter de faire une URL courte. Prenez le temps de me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, avec un petit commentaire sympa. Si vous n'avez pas aimé, dites-le de manière gentille, mais dites-le quand même. Merci à vous. J'ai presque rattrapé le temps du début et du coup je pense qu'il n'y a pas de questions possibles, mais je traîne dans les couloirs pendant la pause et tout ça, donc n'hésitez pas. Ah oui, pardon. Le premier ou la première qui se manifeste, comme j'ai plus le temps pour les questions, peut gagner ce magnifique livre sur Kubernetes illustré par Aurélie Vache, présente ici. Si vous êtes intéressé, venez me voir. La première ou le premier qui vient aura le droit à son livre et peut-être même à son petit dessin personnalisé si vous êtes gentil. Donc venez, je ne repars pas avec, donc n'hésitez pas à venir. Merci à vous.